cette campagne, vous avez également une élue qui est allée aussi en 2014 à la conquête d'une commune dans le Val-d'Oise qui était réputée imprenable. Mais elle a été sur le terrain, elle a été porte par porte, convaincre les gens. Aujourd'hui, sa ville, elle s'est métamorphosée. Elle a été, et elle est toujours, vice-présidente en charge de la culture auprès de Valérie, mais surtout elle a eu la relation avec les élus lors de cette campagne électorale pendant des mois et des mois à côté de Valérie. Je vous demande d'applaudir Madame Florence Cantelli. Toujours aux côtés de Patrick, vous avez une autre personne qui est dans une conquête d'une ville. Cette personne, elle a été dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, dans sa commune qui s'appelle L'Aille-les-Roses. Et étape après étape, il a métamorphosé sa ville également. Il a été vice-président en charge de l'insertion professionnelle à la région. Et puis surtout, il a la lourde responsabilité d'être à la tête du groupe majoritaire de Valérie Pécresse à la région. Vous pouvez applaudir la personne qui est en charge de la mobilisation, M. Vincent Jeanbrun. Parce que également, une campagne électorale, c'est aussi la jeunesse. La jeunesse, eh bien, elle est présente aux côtés de Valérie. Sachez une chose et je pense qu'on pourra les applaudir. Valérie a reçu le soutien de 832 jeunes. C'est très important, c'est la première des candidates à avoir autant dans cette campagne. Et ça, c'est parce qu'il y a un autre directeur de campagne adjoint aux côtés de Valérie qui s'occupe de la jeunesse. Et il est particulièrement courageux parce qu'il a été défendre bec et ongle les valeurs de la République dans sa commune de Tarbes. Alors merci de faire un débat d'applaudissements. Vous l'avez vu, c'est une équipe très riche aux côtés de Valérie, une équipe soudée, une équipe qui a des idées, une équipe qui quotidiennement est mobilisée et a fait en sorte que cette campagne interne soit une réussite. Par ailleurs, qui dit idée dit projet. Et aux côtés de Patrick qui a rédigé un grand nombre de dispositifs, de lois également, de réfléchir des idées, vous avez des groupes de travail. Vous pouvez applaudir tous ceux qui ont participé au groupe de travail de Valérie, que ce soit des militants, que ce soit des experts, que ce soit des personnes qui ont envoyé un simple mail. Vous pouvez les applaudir parce que si Valérie est là aujourd'hui, le programme le plus abouti, c'est parce qu'il y a des personnes qui se sont investies à côté. Donc merci d'applaudir tous ceux qui ont participé au groupe de travail. Parce que la différence se fait sur les idées. Et pour ce projet soit un aboutissement, vous avez eu aux côtés de Patrick Stefanini, M. Frédéric Lemoyne qui a eu la responsabilité du projet, que vous pouvez applaudir parce que c'est un élu de Dinard, et puis aussi un poids de la province, et en plus, il a été secrétaire général adjoint de Jacques Chirac à l'Élysée. Donc vraiment, vous pouvez l'applaudir, parce que si Valérie fait la différence sur les idées de cette place, notamment à toute une équipe. Alors dans quelques instants, on me parle de quelques secondes, vous allez avoir le privilège ce soir d'avoir un discours de Valérie, mais à ses côtés. Elle aura également d'autres personnalités. Il y aura en premier lieu le maire de la commune, M. Pierre-Christophe Baguet, que vous connaissez. Et j'en profite quand je vous parle forcément de Pierre-Christophe Baguet pour saluer le local de l'État, qui est vice-président côté de Valérie à la région, notamment en charge des questions du handicap. Il a beaucoup travaillé aussi sur les questions de logement. Vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements à M. Pierre Denisio, qui a eu une très investi auprès de Valérie. Et comme on le salue ce soir, il a eu droit à un petit hommage plus particulier. Après Pierre-Christophe Baguet, vous allez avoir également quelqu'un qui a pendant des années conseillé des ministres, conseillé un ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, et qui est un expert des questions judiciaires et juridiques. Monsieur Guillaume Larrivé, qui est un responsable de la presse, le député de l'époque. Et après Guillaume Larrivé, vous allez avoir une autre personnalité que peut-être certaines et certains ont pu voir à Neuilly-sur-Seine. C'est un homme d'État, un homme qui a eu la responsabilité des collectivités dans un premier temps, au gouvernement sous Jacques Chirac, au Nicolas Sarkozy. Il s'est également
s'est également occupé des questions d'immigration. Il est passé aussi par le ministère du Travail, et puis surtout, il a eu la lourde responsabilité d'être ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Vous aurez M. Brice Hortefeux. Oui. Et puis bien sûr, j'ai pas besoin de vous la présenter parce que en dernière prise de parole, vous écoutez qui sera la dernière prise de parole, mais j'aimerais qu'on répète un petit peu parce que avant qu'elle arrive dans cette salle et qu'il y ait une super ambiance et qu'on passe un super moment ensemble, eh bien j'aimerais qu'on ait tout de suite une très belle énergie, ça peut lui donner l'envie de venir parce qu'elle n'est pas très loin dans cette salle. Et donc plus vous allez donner de l'énergie, plus vous allez donner de l'envie à Valérie. Et Valérie, c'est quelqu'un qui donne tout, c'est une femme de cœur, c'est une battante, elle est déterminée et surtout elle ne renonce jamais. Elle n'a jamais renoncé face à la route. Elle a été toujours présente, elle a bien géré les conflits de la France et puis aujourd'hui surtout, elle gère la plus grande région d'Europe. Alors s'il vous plaît, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre candidate Valérie Pécresse qui ne va pas tarder. On sent qu'il y a de l'ambiance, on sent que vous êtes derrière elle, et ça fait vraiment chaud au cœur, parce qu'on le dit ce soir qu'il serait plus debout à la soutenir. Par ailleurs, vous allez participer à ce meeting, parce que vous allez pouvoir sur le siège, vous avez beaucoup de drapeaux français. N'hésitez pas à les grandir. Et bien sûr, quand Valérie arrivera dans cette salle, n'hésitez pas à vous lever. Et bien sûr, allez à fond pour tout le monde sur les Valérie Valérie, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas différent. Alors, mesdames et messieurs, et pour arriver dans la salle, merci de vous lever et de faire un tonnerre d'applaudissements à la prochaine présidente de la République, Madame Valérie Pécresse. Valérie, 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 Valérie. Vous sentez une ambiance de feu ce soir. Vous êtes là pour soutenir Valérie. N'hésitez pas à montrer votre soutien. N'hésitez pas à applaudir. N'hésitez pas à soutenir Valérie. Mesdames et messieurs, Valérie dans la salle. Merci de nous faire un tonnerre d'applaudissements. Valérie, 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 Valérie. Merci de découvrir lors du Conseil national des Républicains. Alors c'est parti pour ce meeting, c'est parti pour la vidéo. Mes chers amis, après 10 ans d'immobilisme et de mauvais choix, après 10 ans de déclassement, je le dis, nous pouvons reprendre en main notre destin. Nous pouvons gagner cette élection présidentielle. Nos solutions sont les bonnes pour le pays. Valérie, 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 Valérie. Mais il va falloir un projet de franche rupture, de franche
franche rupture avec le macronisme, un projet courageux avec des réformes difficiles. Et il faudra être prêt le 24 avril. Il faudra que tous les projets de loi soient sur la table. Parce que vous le savez, les réformes qu'on réussit, c'est les réformes qu'on fait dans les 3 premiers mois. Alors je serai prêt. Il faut y aller fort, il faut y aller vite. Parce que je le sais d'expérience, après il faudra tenir face à la rue. Vous savez, on se concentre souvent dans les élections sur la conquête du pouvoir. Mais il n'y a pas que la conquête, il y a aussi son exercice. Et aujourd'hui, la France ne peut pas attendre. Alors avec moi, vous n'aurez pas d'esbrouffe, vous n'aurez pas de fausses promesses, mais vous n'aurez pas non plus de demi-mesure. Je ne suis pas dans le plaire, je suis dans le faire. J'ai envie de dire la vérité et de la courage et la volonté de mettre en œuvre ce projet. Alors, je suis venu vous le dire. J'ai un beau projet, je suis prête à présider la France. On sent qu'il y a une très belle ambiance ce soir. Et effectivement, vous avez pu voir le très beau discours de Valérie qui a été tenu lors du Conseil national. Et sans plus attendre, nous allons céder la parole au maire de votre commune de Boulogne-Billancourt, monsieur Pierre-Christophe Laguerre. Chère Valérie, c'est ton maire. oui, ça marche. Chère Valérie, quel bonheur de t'accueillir ce soir à Boulogne-Billancourt. Franchement, c'est une joie immense. Tu le sais bien ici chez toi à Boulogne. T'aimes bien, d'ailleurs, c'est un peu ta ville fétiche. Je rappelle que le dernier meeting des régionales avant cette victoire importante, parce que personne, effectivement, enfin, certains doutaient de ta réélection à la région. En tout cas, c'est tenu à Boulogne-Billancourt, en présence de Gérard Larcher qui était là. Je me rappelle, on était tous les deux sur scène et il m'a dit, tu sais Pierre-Christophe, moi j'y crois pour 2022. Et je lui ai dit, moi aussi j'y crois. Et depuis effectivement, on y croit tous de plus en plus. Alors je voudrais bien sûr saluer la présence de mon ami Brice Hortefeux, qui est un ministre. Et Guillaume Larrivé, député de Lyon, voilà. Je me rappelle des souvenirs parce que j'ai été pensionnaire, cher Guillaume, à Saint-Joseph d'Auxerre. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Voilà. Chez les frères qui nous serraient. À l'époque, c'était effectivement, mais c'était efficace. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis maire de Boulogne-Billancourt. Peut-être grâce. En tout cas, et je voulais bien sûr, alors je ne vais pas saluer tous nos amis élus parlementaires qui sont présents ce soir très nombreux. Et si vous m'autorisez, je vais en saluer un au nom de tout le monde. Je voudrais saluer le régional de l'État, ton fidèle bras droit dans le département des Hauts-de-Seine, ton représentant infatigable. Je voulais saluer Jean-Didier Berger. Alors Valérie, quelques mots. D'abord pour te remercier de ta fidélité à notre ville, mais ta fidélité tout court. Tu es quelqu'un qui est fidèle en parole. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Et nous, les maires d'Île-de-France, on le sait très bien. Dans des périodes de grande turbulence, comme la période de la pandémie l'année dernière et l'année précédente, tu as été vraiment présente, tu as été imaginatif, tu as été efficace, tu as été à notre soutien en permanence. Et ça, croyez-moi, mesdames et messieurs, ça donne beaucoup d'arguments pour gouverner un pays lorsqu'on sait gouverner une région avec une telle efficacité. Et puis, te remercier pour ta combativité. Je voulais te féliciter aussi pour ton soutien permanent aux élus. Et je voudrais surtout te dire ce soir, te remercier pour la fierté que tu nous as redonnée, nous les militants. Je vais vous donner juste un chiffre. À Boulogne-Billancourt, en septembre, on avait 350 militants adhérents capables, à jour de cotisation, pour voter. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 900. Pourquoi effectivement, ces 500 militants supplémentaires ou des anciens ont repris leur carte? Ils ont repris leur carte parce que justement, vous avez su débattre, échanger dans le respect mutuel, élever
élevé le débat politique. On était une famille qui était un peu moribonde il y a quelque temps, hein, rappelez-vous les titres de journaux, et grâce à vous, à votre respect mutuel encore une fois, et puis surtout à votre force de défendre vos idées avec conviction, et vous nous avez redonné de la fierté, et ça, on vous en est éternellement reconnaissant. C'est agréable d'être dans une famille politique qui se sent fière, qui était décriée aujourd'hui, et qui aujourd'hui, justement, commence à faire peur aux adversaires de la France immobile, de la France des excès, de la France des carnets de chèques ouverts, sans lendemain, et qui nous coûteront très cher, vous savez très bien, pour nos enfants demain. Donc pour toutes ces raisons, Valérie, merci de nous avoir redonné de la fierté. Et je voudrais juste conclure, parce que je ne veux pas être très long, sur un point essentiel à mon avis, c'est que tu défends des idées qui sont des idées larges, mais des idées surtout qui sont concrètes et qui sont réalisables. Et quand on t'entend parler du pouvoir d'achat, quand on entend parler du social, quand on entend parler de la famille, il y a peu de gens qui parlent de la famille aujourd'hui. Alors que la famille, c'est la cellule de base de notre société, on devrait en parler davantage. On sent effectivement la femme de conviction, la femme de terrain, et ça c'est très important parce que nos concitoyens français ont besoin de retrouver de la confiance en eux, de la confiance dans la parole publique, et de savoir effectivement que ce qui est dit sera fait, et ça c'est ta force. Hein, tu dis avant et tu fais après, et on en est les témoins quotidiens en Ile-de-France. Merci pour tout. Vous pouvez applaudir le maire de Boulogne, Pierre-Christophe Baguet, qui a eu un mot du cœur pour Valérie. Et c'est un soutien sans faille, comme il l'a rappelé, il était déjà présent lors du grand meeting d'avant-premier tour des régionales. Et puis après ce très beau témoignage, vous allez découvrir sur les écrans d'autres témoignages concernant Valérie. Parce que vous connaissez, Valérie, c'est une femme de cœur, c'est une battante, elle est déterminée. Mais vous avez aussi de grandes personnalités qui le pensent et qui le disent. Alors découvrez ces très beaux témoignages qui caractérisent la personnalité de Valérie. Je voudrais saluer deux qualités, parce qu'on ne se connaît pas depuis hier, qui sont les tiennes, et qui sont nécessaires aujourd'hui en politique, et demain encore plus, parce que la France est compliquée à diriger et qu'on arrive au bout d'un système. Et si vous n'avez pas ces qualités-là, vous aurez beau avoir toutes les belles idées. Ces belles idées resteront sur les tiroirs, dans les tiroirs ou sur les étagères. La combativité et le courage. Et c'est une femme courageuse, et c'est une femme combative. Et Valérie, elle est tout à la fois tenace, elle est coriace et elle est efficace. Geoffroy l'a dit, elle est tenace, moi je fais partie de ceux qui ont été épatés par son succès. Et bien moi je crois aux chances de Valérie, et je crois surtout que la France a la chance de pouvoir compter sur Valérie. J'aime les gens qui ne se dérobent pas. Et Valérie Pécresse, elle ne se dérobe pas. Et donc ça, c'est une qualité pour moi majeure pour évidemment postuler à la fonction suprême que c'est d'être président de la République. Donc elle est solide, ses valeurs sont claires, elle est à droite, elle a un programme tout aussi solide, qui est aussi clair, qui est en tous les cas très professionnel. Ça montre quoi? La connaissance, la compétence, l'expérience et la vision. Je voulais dire en admiration à Valérie Pécresse pour la campagne qu'elle conduit avec une énergie, une force exceptionnelle, en maîtrisant ses dossiers avec talent. Elle est donc pour moi quelqu'un qui incarne des choses extrêmement fortes. Et comment ne pas te dire que je t'ai trouvé hier soir assez remarquable. Je considère que le programme qui est tient est un programme remarquable, que j'ai vu de fond en comble, comme je le fais dire pour les autres candidats, et à l'évidence, tu as pour toi une expérience, une densité et une personnalité qui fait que tu peux être la personne qui peut permettre à notre famille politique de l'emporter. Il y a un leadership qui s'affirme, qui est un leadership féminin, qui est celui de Valérie Pécresse, assez sobre, plus ancré dans le réel que dans l'idéologie. Je crois qu'il y a quelque chose de spécifique avec Valérie Pécresse. Une femme, pour réussir au plus haut niveau, elle doit y aller. C'est pas évident. Quand je pense à Valérie, je pense au sérieux. Elle connaît ses dossiers, elle fait le boulot. Voilà, Valérie Pécresse, c'est solide. Valérie, 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 Valérie
Valérie,
notre famille politique. Et sans plus tarder, vous avez une autre personnalité de notre famille politique qui a fait le déplacement. Il vient tout droit de Lyon, il est député. C'est également une personnalité qui, pendant très longtemps, a été aux côtés de grands ministres comme Brice Hortefeux et du président Nicolas Sarkozy. C'est quelqu'un qui est un spécialiste des questions judiciaires. Merci de faire un éclair d'applaudissements à M. Guillaume Larrivé. Bonsoir à tous. Alors, dans 132 jours et quelques minutes, très exactement dans 132 jours à 20 heures, le visage du 9e président de la 5e République s'affichera sur tous les écrans de France, d'Europe, du monde. Eh bien, mes amis, pour notre pays, pour le succès de la France, je souhaite que ce visage, ce soit celui de la première présidente de notre République. Que ce visage, ce soit celui de Valérie Pécresse. Oui, c'est à toi, Valérie, qu'il revient désormais de poursuivre le chemin français, en prenant les commandes de l'État. Nicolas Sarkozy disait tout à l'heure dans cette vidéo, Valérie, c'est du solide. Oui, Valérie, c'est du solide, parce que tu as démontré au fil des années cette capacité très rare qui est la capacité du leadership, la capacité à tenir les rênes, la capacité à discerner, à décider, à commander. Tu as su penser, préparer, et présenter un projet très abouti, un projet qui est au cœur de la droite que nous aimons, une droite de gouvernement, une droite sérieuse, une droite raisonnable, une droite qui veut servir la nation, une droite qui chérit la liberté, une droite qui est capable de réformer et de fédérer, une droite qui, bien sûr, ne se satisfait pas du statu quo, mais une droite, et c'est pas si courant, qui refuse de céder à la facilité, une droite qui refuse d'abandonner notre pays à la tentation extrémiste. Alors c'est vrai dans le domaine régalien, c'est vrai dans le domaine régalien où, parce que tu respectes les Français, tu ne racontes pas de carabistouille, tu refuses de courir derrière les outrances lepénistes ou les outrances zémouriennes, tu fixes un cap et tu sais t'appuyer sur cette équipe qu'il y a quelques années nous formions, Place Beauvau, avec Brice Hortefeux, avec Patrick Stefanini, que vous avez le droit d'applaudir parce que vous êtes tellement important au cœur de cette équipe. Avec Frédéric Pechnard, avec Geoffroy Didier, lorsque Nicolas Sarkozy était président. Et c'est vrai que c'est plutôt bon signe quand on y réfléchit, que cette équipe-là, cette équipe sarkozyste, disons-le, soit aussi nombreuse aujourd'hui à tes côtés. Parce que nous avons l'expérience de l'État, nous saurons, je l'espère, demain, sous ton autorité désormais, faire le job, faire le travail juridique et opérationnel pour restaurer la sécurité publique, pour réduire l'immigration, pour réorganiser le service public de la justice. Alors ton projet, il est solide aussi dans le domaine économique. Tu refuses, toi, la démagogie néo-socialiste. C'est intéressant. C'est pas si courant là aussi, suivez mon regard. Ne promets pas de chèques, toujours plus de chèques, encore plus de chèques, comme si l'argent public était magique et comme si les arbres pouvaient grimper vers le ciel. Non. Tu as les idées claires pour sortir notre pays de cette folle addiction à la dépense publique, pour améliorer le capital humain. Tout à l'heure, Pierre-Christophe disait qu'il avait été éduqué au collège Saint-Joseph à Auxerre.
Et c'est d'ailleurs dans Lyon que tu es venu présenter ton projet pour l'éducation et la formation, un projet innovant, un projet crédible, avec toute l'expérience de la grande ministre de l'enseignement supérieur que tu as été, et ça je n'oublie pas, que tu n'as pas cédé à la foule, et que tu as su mettre en œuvre une réforme absolument essentielle pour notre pays. Tu veux continuer à moderniser le système de formation, tu veux libérer nos capacités de production et d'innovation, c'est pas un gros mot, une droite pro-business, favorable à l'entreprise, à l'esprit d'entreprise, à la liberté, à la création de richesses, une droite qui assume le fait que nous voulons être compétitifs dans un monde où, si nous ne le sommes pas, nous ne serons pas attendus par le choc des puissances chinoises et américaines. Tu veux assurer notre indépendance énergétique, tu veux réussir une transition écologiste réaliste, tu veux, en un mot, remettre la France sur un chemin de croissance durable. Alors, tout ça, vous le savez, c'est Valérie, bien mieux que moi, qui va le dire à nouveau, parce qu'elle a cette force de conviction, cette force de caractère, et cette solidité du projet. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que pour ma génération qui a été élue à l'Assemblée nationale en 2012, après et malgré la défaite présidentielle, qui a été réélue en 2017, après et malgré une autre défaite présidentielle. Pour la génération des maires, des élus départementaux, des élus régionaux qui avaient été élus en 2014, en 2015, qui avaient été réélus avec toi en 2021, bref, pour toute cette génération, 2022 doit être le rendez-vous de l'action. 2022 doit être le rendez-vous de la victoire. 2022 doit être, avec toi, Valérie, le rendez-vous de l'histoire. Alors, je crois qu'avec vous, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à gouverner pour sauvegarder la paix civile. Nous sommes prêts à gouverner pour reconstruire la puissance de la France. Nous sommes prêts à gouverner pour réconcilier la France avec elle-même et réconcilier les Français entre eux. Et nous savons surtout, Valérie, que tu es prête. Nous savons que tu es prête à rassembler dès aujourd'hui, 1er, 2, 3, 4 décembre, une majorité, une très large majorité des adhérents républicains. Nous savons que tu es prête, dans les semaines qui viennent, à fédérer une majorité de Français. Nous savons que tu es prête, dans les 5 ans à venir, à diriger l'État. Nous savons que tu es prête à faire entendre au plus haut niveau notre voix en France et en Europe. Moi, je vois très bien l'affiche. Je vois très bien sur le perron de l'Élysée la présidente Valérie Pécresse accueillir Xi Jinping ou accueillir le président Biden, et on sera fiers de cette image. On a envie de voir cette image. On a envie de voir Valérie Pécresse sur le perron de l'Élysée accueillir le plus grand dirigeant de la planète. On a envie de savoir que dans le salon doré au premier étage, une femme de qualité, d'expérience, d'endurance, de ténacité est capable de diriger l'État et de poursuivre le chemin. Alors on sait que tu es prête, oui, prête à exercer la plus haute fonction de la Ve République. Tu es prête à présider la France et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à tout faire dans les semaines qui viennent pour que ce soit toi qui t'installes très vite maintenant à l'Élysée. Valérie, présidente! Valérie, présidente! Valérie, présidente! Valérie, présidente! Valérie, présidente! Valérie, présidente! C'est de la solidité. Et sans plus tarder, vous l'avez déjà vu au meeting de Neuilly-sur-Seine, un samedi soir, il revient dans cette dernière ligne droite aux côtés de Valérie, toujours dans les Hauts-de-Seine, parce que c'est un département qui lui tient à cœur. Vous le connaissez parce que c'est un homme d'État. Il a été ministre en charge des collectivités, il a été ministre de l'immigration, ministre du Travail, et il a eu la lourde tâche d'avoir au ministère de l'Intérieur la sécurité des Français. Il a protégé les Français au quotidien, et à l'époque, il avait de vrais résultats aux côtés de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il est député européen et très investi dans sa région d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Christophe Feuteau. Bien, chers amis, moi je suis d'abord ému. Je suis ému de retrouver Pierre-Christophe Baguet, parce que ça me rajeunit, même si ni lui ni moi n'en avons besoin. Mais nous nous sommes connus. Lui, il a des cheveux gris, moi j'ai surmonté cette étape, de matière. Mais Pierre-Christophe et moi, nous nous sommes connus il y a des années et des années, lorsque lui-même était proche collaborateur d'André Santini, et que moi j'étais proche collaborateur de Nicolas Sarkozy. Et nos routes se sont toujours croisées et recroisées, et c'est donc avec plaisir que je le retrouve ici, chez lui, à Boulogne. Dire aussi à Guillaume que c'est un peu émouvant parce que, effectivement, comme il a dit, nous avons travaillé ensemble. Émouvant, c'est pas un mot qu'on emploie en politique, mais contrairement à ce que certains pensent, il y a beaucoup d'affect dans l'engagement politique. Et avec Guillaume, nous avons travaillé tous les jours en commun avec Geoffroy Didier, avec Patrick Stefanini pendant une longue période. Et nous avons travaillé tous les jours en se posant une question simple. Vraiment, on se la posait quotidiennement. Qu'est-ce que l'on peut faire pour être utile à notre pays? Et les décisions que nous prenions, notamment en termes d'immigration, étaient dictées par ce souci de préserver l'équilibre indispensable de notre communauté nationale. Et puis, bien sûr, heureux, ému, confiant de me retrouver une nouvelle fois aux côtés de Valérie. Bon, là, il y a son mari, donc c'est mieux. Donc ça évite toute interprétation pour ceux qui soutiennent Valérie comme moi et qui faisons des réunions assez régulièrement à ses côtés. Mais Guillaume, vous avez observé tout à l'heure, a compté les jours. Moi, je voudrais compter les heures. 36 heures. Il reste 36 heures avant l'ouverture du vote pour la primaire. Pardon, pour le scrutin, soyons œcuméniques, parce qu'il y a un des candidats qui avait des vapeurs quand on employait le mot primaire. Pourtant, c'en est une. 36 heures, c'est peu et beaucoup. C'est peu si l'on remonte au 22 juillet, où depuis le 22 juillet, Valérie en a parcouru des chemins, des villages, des villes, des départements et des régions. C'est peu depuis cette date qui était celle de l'annonce de sa candidature, car elle a bâti, page après page, là aussi Guillaume a eu raison de le rappeler, un véritable programme d'alternance, un vrai projet. Et un projet que je perçois, moi, comme étant un projet additionnant la modernité et l'autorité. La modernité, pas seulement parce que c'est une femme. Et l'autorité, peut-être aussi, parce que c'est une femme. Parce que dans ces périodes de campagne, et tous ceux qui ont mené des campagnes le savent, ce sont des moments où l'on guette le regard, où l'on recherche l'encouragement, où l'on ressent parfaitement la chaleur de l'accueil. C'est ça aussi qui vous porte pendant une campagne. Et c'est pour ça qu'il était important que ce soir vous soyez là, aux côtés de Valérie, pour l'aider, l'accompagner, la conforter et la porter. Et en même temps, c'est peu, oui, mais en même temps c'est beaucoup. Parce que en 36 heures, il y a encore le temps pour convaincre
pour expliquer, pour partager, pour renforcer, pour déterminer. Et notamment pour expliquer partout autour de vous que Valérie est déterminée à mettre un terme au quinquennat raté d'Emmanuel Macron, fait de pagaille et d'immobilisme. Pagaille sociale, avec le mouvement des Gilets jaunes qui sporadiquement dure depuis 3 mois, depuis 3 ans. 3 mois, ça serait déjà trop, 3 ans, je vous laisse imaginer. Pagaille sanitaire, parce que n'oubliez pas qu'au pic de la pandémie, un site, le site Bloomberg, examinait la situation de tous les pays et a placé malheureusement la France à la 48e place sur 53 pays pour la qualité ou la médiocrité en l'occurrence de la gestion de cette crise. Et espérons que ça ne se renouvellera pas avec cette nouvelle étape qui se décide. Pagaille migratoire, parce que jamais notre pays n'a compté autant d'étrangers sur son sol et que sur la dernière année connue, seulement 50%, il y a une baisse de 50% des reconduites d'illégaux et de clandestins. Pagaille sécuritaire, là aussi quand on sait que sur la dernière année connue, il y a une augmentation de 25% des rixes entre bandes. Pagaille des finances publiques, jamais notre pays de toute son histoire et parmi tous les pays développés n'a consacré une telle part de sa richesse, de son PIB, à la dépense publique, qui est comme l'eau sur le sable. Pagaille, cher ami, outre-mer aujourd'hui, où on avance des mots forts pour en réalité mieux reculer. Et en même temps immobilisme, parce que nous avons eu la chance, avec Valérie, d'appartenir à un gouvernement qui a engagé une réforme importante des retraites. Jamais, pourtant, Emmanuel Macron, qui avait été élu sur une promesse d'audace de réforme, jamais depuis une génération, un gouvernement n'a rien fait pour essayer de traiter le problème des retraites, qui est pourtant le sujet majeur. Donc, voilà tout ce qu'il faut partager autour de vous dans ces 36 heures qui restent. Et il faut s'attacher à répondre aux dernières questions, aux dernières interrogations. Et moi, je sais qu'il y en a une question, que certains ont dans la tête, mais qu'ils n'osent pas poser, qu'ils n'osent pas exprimer. C'est pas vous. Si vous êtes là, c'est que vous n'aimez pas cette question. C'est une question qui trottine. Et moi, je l'ai remarqué dans mes contacts, ici ou ailleurs, ou dans ma région. C'est est-ce qu'une femme, dans notre pays, aujourd'hui, peut devenir président de la République? Oui. Et vous avez raison de dire oui. Et rappelez à ceux qui, autour de vous, pourraient douter, pourraient s'interroger, combien les femmes ont contribué à façonner l'histoire de notre pays, l'histoire de France. De Blanche de Castille, à Anne de France, de Louise de Savoie, à Catherine de Médicis, de Marie de Médicis, à Eugénie de Montijo, et je pourrais continuer la liste. Et je pourrais continuer la liste en disant, en vous encourageant à dire autour de vous, regardez, regardez autour. Est-ce que Indira Gandhi, est-ce que Golda Meir, est-ce qu'Angela Merkel, est-ce que Margaret Thatcher n'ont pas puissamment contribué à diriger leur pays? Et aujourd'hui même, Valérie, aujourd'hui même, il y a un pays d'Europe qui vient de faire confiance à une femme, l'Italie, puisque la Suède vient de choisir comme chef de son gouvernement une femme. Eh bien, je vous dis tout cela tout simplement pour vous exhorter à suivre, à écouter un écrivain, un humoriste canadien, qui a dit que pour l'élection, il faut choisir le meilleur homme, surtout si c'est une femme. Voilà. Vous pouvez applaudir l'ancien ministre des Sports chaleureusement.
Parce que son soutien et son témoignage est très important pour Valérie. Vidéo, et bien sûr, c'est une vidéo que vous aurez en exclusivité, parce qu'elle sera publiée demain sur les réseaux sociaux, mais comme vous êtes près de 1000 ce soir dans cette salle, eh bien l'équipe de campagne a décidé de vous réserver cette petite surprise, et d'ailleurs j'en profite pour vraiment applaudir toute l'équipe de campagne auprès de Valérie, qui n'a pas compté 7 heures, qui s'est donné, samedi, dimanche compris, à toute heure, pour faire en sorte que Valérie devienne présidente. Alors découvrez cette petite vidéo. Partout en France, en métropole comme en Outre-mer, je vois à quel point, à force de renoncement et d'immobilisme, François Hollande et Emmanuel Macron ont abîmé notre pays. Il est devenu urgent de réparer la France. Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer notre pays. Malgré l'ampleur du chantier qui est devant nous, je ne me résous jamais au déclin. Je suis une optimiste et surtout, je suis une volontariste. J'ai les remèdes, avec un projet de société travaillé, audacieux, radical, un projet de franche rupture et de droite assumée, pour défendre notre civilisation face à ceux qui veulent la détruire, remettre de l'ordre dans la rue et dans les comptes, redonner de la dignité, de la liberté et de la fierté à chaque Français. J'ai aussi le caractère. Non, je n'aurai pas la main qui tremble. À partir du mois de décembre, les vraies difficultés commencent. Il va falloir batailler dur face à un président caméléon et des extrêmes particulièrement vigoureux. J'ai une volonté de faire, une énergie impraticable. Je ne lâcherai rien. Mes chers amis, j'ai besoin de vous. Si vous me faites confiance le 1er décembre, je vous le dis, je vous mènerai à la victoire de nos idées, et surtout la victoire de la France. On sent qu'il y a une énergie ce soir dans cette salle. Et effectivement, après près de 80 déplacements depuis l'annonce de sa candidature le 22 juillet, elle est ici pour ce grand meeting national devant vous, pour vous tenir un discours, et puis surtout, vous avez un énorme pouvoir entre les mains. Parce que Brice Hortefeux, Guillaume Larrivé l'ont dit tout à l'heure, vous avez la possibilité, vous, de mettre à la tête de l'État une femme. Et cette femme, c'est Valérie, parce qu'elle est combattante, elle connaît ses dossiers, elle est sérieuse, et c'est une femme de cœur, et puis surtout, elle a la grandeur du général de Gaulle, elle a la vision d'un Georges Pompidou, elle a la modernité d'un Valéry Giscard d'Estaing, elle a la proximité et l'expérience internationale d'un Jacques Chirac, et puis surtout, l'énergie d'un Nicolas Sarkozy. Alors vous pouvez être sûr que pendant 5 ans, elle va tout donner à la France, et maintenant je vous demande de vous lever, et de faire un des applaudissements, parce que tu vas remporter le congrès, et venez votre famille politique à la présidence de la République. Merci. Je vous fais un peu d'applaudissements. Valérie Pécresse. Valérie, 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 Valérie. Bonsoir Boulogne. Bonsoir Boulogne, je voudrais saluer à mon tour Pierre-Christophe Baguet. Pierre-Christophe, c'est une histoire d'amitié, une histoire de fidélité. Et je suis touchée que tu sois toujours là pour moi. Et je serai évidemment toujours là pour toi, tu le sais. Et c'était pas un hasard si nous avons décidé de finir aujourd'hui notre campagne ici à Boulogne, dans les Hauts-de-Seine, sur les terres de Nicolas Sarkozy. C'est évidemment très symbolique pour nous. Merci Pierre-Christophe de nous applaudir. Merci à Christine Lavarde, sénatrice de Boulogne, qui est avec nous. Et on vous le dit, rendez-vous pour les législatives pour changer le député de Boulogne. Oui, oui. S'était passé pour un républicain pendant son élection. Alors je voudrais remercier évidemment Guillaume Larrivé,
Guillaume Larrivé, qui est un des talents et un des espoirs de la droite, que j'ai voulu mettre, j'allais dire, en valeur dans cette campagne, parce que ce que je veux vous dire, et il faudra que vous en soyez tous persuadés, c'est que nous avons aujourd'hui les talents pour former un gouvernement de professionnels, pour remplacer ce gouvernement d'amateurs qui a fait un bilan presque plein, qui s'est laissé diriger par son administration, alors que nous aurons des ministres qui débureaucratiseront, des ministres qui iront chercher les résultats, parce qu'on ne se résigne pas à être champion du monde des impôts et à avoir des services publics qui ne sont plus aujourd'hui champions du monde. Merci Guillaume pour tes très gentilles paroles, merci d'être venu de faire. Et Guillaume en plus m'a aidé beaucoup avec Patrick Stefanini et avec Frédéric Pechnard à rédiger ce matin un projet de loi pour la sécurité de tous les Français et un projet de loi qui nous permettra de lutter et d'être mieux armés contre l'islamisme et le terrorisme. Donc merci à toi Guillaume. Et puis un grand merci évidemment à Brice Hortefeux. Brice Hortefeux est chez lui dans les Hauts-de-Seine. Il est ici en ami fidèle. Il m'a énormément soutenu dans sa belle région Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment, mais bien au-delà, parce que son expérience de ministre de l'Intérieur en fait un homme d'État, un pilier très précieux dans une campagne qui, évidemment, tournera beaucoup autour de la remise en ordre de notre pays, parce que notre pays, aujourd'hui, malheureusement, est en crise totale d'autorité. Et grâce à Brice, eh bien, nous avons dans l'équipe une personnalité d'une immense expérience et qui, là encore, avec Frédéric Pechnard, nous apporte toute la connaissance qu'avait Nicolas Sarkozy de ces sujets de sécurité, mais aussi de ces sujets de territoire, de ruralité, puisqu'il a été, j'allais dire, mon mentor sur tous les sujets d'élevage. Nous avons fait un très très bon salon de l'élevage ensemble. Maintenant, la différence entre les Aubrac, les Charolaises et les Limousines n'ont plus de secret pour moi, n'est-ce pas? Et voilà. Et donc il a été là aussi un pilier de cette campagne. Alors c'est vrai que je vais en profiter puisque c'est notre dernier meeting, si vous le voulez bien, pour faire un certain nombre de remerciements. Un certain nombre de remerciements parce que depuis que nous nous sommes lancés en juillet, eh bien, il y a toute une équipe derrière moi qui n'a pas chômé. Et d'abord, il y a un certain nombre de soutiens parlementaires. Et je voudrais vraiment les remercier tous ici. Alors, je me suis fait faire la liste, parce qu'avec les masques, et en plus, si jamais il y en a qui ne sont pas au premier rang, je vais les oublier. Alors, je voudrais saluer dans l'ordre alphabétique. C'est mieux pour ne pas se tromper. Je voudrais saluer François Bonneau, sénateur de la Charente, Swann Goura, sénatrice des Yvelines, Guillaume Chevrollier, sénateur de la Mayenne, Charles de Courson, député de la Marne, Geoffroy Didier, député européen et directeur de la communication de la campagne, Françoise Dumont, sénatrice du Var, Pascal Bruni, sénatrice de l'Aisne, notre pilier chez les Ch'tis, Véronique Louvagie, députée de l'Orne, Thierry Bénien, sénateur de Seine-Saint-Denis, Philippe Moulier, sénateur des Deux-Sèvres, Éric Poget, député des Alpes-Maritimes, Annick Pétrus, sénatrice de Saint-Martin, Sophie Primat, sénatrice des Yvelines et présidente de la Commission des Affaires économiques du Sénat, Sonia de la Provoté, sénatrice du Calvados, Alain Ramadier, député de la Seine-Saint-Denis, Robin Reda, député de l'Essonne, et Vincent Séguin, sénateur de l'Orne. J'ai bien dit Annick Pétrus, sénatrice de Saint-Martin. Oui. Et j'ai oublié évidemment Roger Carucci, sénateur de Hauts-de-Seine. Alors je ne cite que ceux qui sont présents, mais il y a évidemment tous les autres députés et sénateurs qui nous ont soutenus dans cette campagne. Il y a évidemment toute l'équipe du Conseil régional d'Île-de-France qui est là derrière, tous les piliers de la campagne. Vous les connaissez, Florence Portelli, Alexandra Duclair, Vincent Jeanbrun,
chiens. Il y a aussi le local de l'étape, que je n'oublie pas, Pierre Denisio. Et puis, il y a nos amis du Modem. Et je voulais saluer la présence de Yann Verling, de Béatrice Lecouturier. Vous savez, ils ont quitté le Modem pour nous rejoindre parce qu'ils avaient la cohérence au cœur et la cohérence de l'action que nous avions menée, notamment sur les sujets écologiques. Merci, cher Yann, parce que c'est très important. On n'a pas beaucoup parlé d'écologie dans cette campagne, mais nous avons un projet écologique qui est le plus abouti à droite. Et moi, je le dis, on est d'abord des écologistes. Et des écologistes qui relèveront le défi climatique sans punir les Français, parce que le prochain président de la République, la prochaine présidente devra être une écologiste sincère, mais certainement pas une écologiste qui emmènera les Français, mais une écologiste qui aura des résultats. Valérie, présidente! Valérie, présidente! Valérie, présidente! Et puis je n'oublie pas Jean-Didier Berger. Alors, un grand merci aussi à tous les élus des Hauts-de-Seine qui nous parrainent, qui nous soutiennent. Et je ne pourrais pas les citer tous parce que alors là, je vais partir en live et je vais en oublier. Donc merci à tous les élus, merci à tous les maires. Merci à tous les conseillers départementaux, merci à Georges Sifredi qui n'est pas là ce soir mais qui nous a soutenus évidemment dans cette campagne qui était à Neuilly avec nous il y a quelques semaines. Merci à tous et puis merci vraiment à toute l'équipe de campagne et je voudrais le dire à Patrick Stefanini, à toute l'équipe de campagne que je ne peux pas citer parce qu'ils sont tous tellement mobilisés. Merci à Geoffrey d'être le monsieur loyal que l'on connaît. Et qui... Bravo Geoffrey! Merci Geoffrey! Merci à vous tous, merci aux groupes de travail qui ont été animés par Frédéric Lemoine et qui nous ont fait un projet de franche rupture, un projet qui inclut toutes les réformes dont notre pays a tant besoin. Merci à toute l'équipe des déplacements. C'était horriblement difficile de faire tenir 3 réunions par jour pendant des semaines. Et c'était difficile aussi de réussir à trouver des sandwichs, des morceaux de fromage sur la route, quelquefois un bout de pain frais. Enfin, on a vraiment fait tout ça à l'arrache. Merci à toute l'équipe des déplacements. Merci à vous tous. Et puis un grand merci aussi à ma famille. Ils sont ici ce soir. Merci à mon mari, merci Théo. Parce que ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple pour la famille, surtout d'une femme politique, de s'engager comme ça dans une aventure aussi compliquée. Alors, je vous le dis avec moi, il n'y aura pas de premier homme. Hein. Il y aura une femme présidente de la République et il y aura sa famille qui sera bien en dehors de toute la politique et qui continuera son petit bonhomme de chemin. Alors mes chers amis, moi je sens des bonnes ondes. Nous aussi. Je sens des Nous aussi. D'abord, je sens que la droite est de retour. Oui. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. La droite est de retour depuis que nous avons enfin lancé cette primaire de rassemblement, cette primaire de débat, depuis que nous avons enfin pris le temps de porter nos solutions à la connaissance des Français. Vous le savez, nous avons eu près de 5 millions de Français qui ont écouté peu ou prou nos débats. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, il y a eu un petit peu de fébrilité chez En Marche. Ouais. D'ailleurs, ils se précipitent tous pour faire des événements politiques cette semaine. Et on dirait qu'ils copient. Tiens-toi. Mais qu'est-ce qui se passe donc cette semaine? Est-ce que par hasard, la droite va se doter d'un candidat ou d'une candidate? Est-ce que par hasard, ça leur ferait peur? Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé le lendemain de notre premier débat? Oui. Le lundi, on a eu la primaire des Républicains.
c'est quand il y a plusieurs candidats et que les journalistes posent des questions impertinentes. Et puis le mardi, on a eu la primaire à l'AEM. Ça, c'est quand il n'y a qu'un seul candidat, qu'il n'y a pas de journaliste, et pendant 30 minutes en prime time, on peut dérouler le programme. Mais est-ce que vous avez remarqué de quoi Emmanuel Macron a parlé le mardi? Oui. Il a parlé du nucléaire. Oui. Tiens. Est-ce que par hasard, la droite aurait parlé du nucléaire? Il y a 3 mois, Emmanuel Macron fermait 12 centrales. On arrive, on dit que si on veut décarboner la France, eh ben, il faudra des énergies renouvelables, mais aussi du nucléaire. Et hop, le président zigzag a décidé de changer de cap. Il a parlé aussi des retraites. Tiens, la réforme à point revient. Que nenni. C'est la nôtre. La réforme des retraites, la seule, la vraie, la courageuse. Celle qui consiste à dire la vérité aux Français. C'est que quand on vit plus longtemps, eh bien il faut travailler plus longtemps, comme dans tous les autres pays qui nous entourent. Et qu'il n'y a pas d'autre solution pour préserver le pouvoir d'achat des retraités. Et permettre que les petites retraites soient enfin dignes et décentes, c'est-à-dire qu'elles soient au moins au SMIC net à la fin de la réforme, et pour revaloriser les petites retraites des femmes d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs qui ont travaillé toute leur vie et qui malheureusement n'ont pas des retraites dignes. Alors Emmanuel Macron a parlé de cette réforme que la droite doit faire, que la droite veut faire. Mais bon, on vous rassure, hein, c'est pas d'ici le 24 avril qu'il fera quoi que ce soit. Il nous demande de voter pour lui, pour finalement faire le programme de la droite. Merci, les Français n'ont pas besoin de Canada Dry, ils préféreront l'original à la copie. Valérie. Et puis il a parlé du travail, Tiens, il n'y avait pas des candidats de la droite qui avaient décidé de revaloriser le travail la veille. Une candidate de la droite qui avait dit qu'elle allait augmenter de 10% les salaires en faisant des économies sur la bureaucratie. Alors, la Société du travail d'Emmanuel Macron, on la connaît, c'est le RSA jeune. C'est... Ah oui, je sais, il ne faut pas l'appeler RSA jeune, pardon. Il faut l'appeler contrat d'engagement. C'est 500 € par mois pendant 18 mois, contre 14 heures en mission locale. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, c'est exactement la définition d'un RSA jeune. Quand nous avons fait le RSA avec Nicolas Sarkozy, il y avait une contrepartie au versement de la location. Il y avait 7 heures de travail d'insertion. Donc là, c'est 14 heures pour faire bon poids, mais c'est la même chose. C'est un RSA jeune. Et ce RSA jeune, je vous le dis, c'est le contraire de la société du travail. C'est même une faute. C'est une faute aujourd'hui économique et sociale, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'entreprises qui cherchent des apprentis en France. Il n'y a jamais eu autant d'entreprises qui cherchent à embaucher en France. Et si on dit aux jeunes, bah allez, 500 € pour 14 heures en mission locale, ou bien 700 € pour devenir apprenti, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Donc il ne faut pas envoyer les jeunes dans des impasses, il faut les envoyer dans des filières qui recrutent, il faut les envoyer dans des formations aux métiers en tension. C'est ce que je ferai pour mes propres enfants, c'est ce que je veux pour tous les jeunes de France. C'est ça la société du travail. Et puis il y a cet amoncellement de chèques. Le Sénat a fait quelque chose de fantastique. Le Sénat, à l'initiative de Bruno Retailleau et de Jean-François Husson, le président de la Commission des Finances, qui est un de nos grands soutiens, ils ont mis en place le compteur du Sénat. Le compteur du Sénat, vous savez, c'est comme pour le Téléthon. Pendant le Téléthon, vous avez un compteur à la télévision qui compte les chèques. Et bien les sénateurs, ils ont fait le compteur du Sénat. C'est le Macronton. Le Macronton, c'est quand on compte toutes les dépenses que fait le président de la République. Alors, il y avait le quoi qu'il en coûte pendant la crise Covid. Et il fallait amortir cette crise. C'est vrai que c'était très compliqué. On a été obligé de fermer des entreprises. Il fallait amortir la crise. Mais depuis juillet, c'est plus la crise Covid.
depuis juillet, c'est la préparation de l'élection présidentielle. Donc nous avons un président qui a inventé le clientélisme présidentiel. Et le compteur du Sénat est implacable. 42 annonces financières depuis juillet. 25 milliards d'euros d'annonces. Alors je l'ai dit à nos amis marseillais, hein. Vous savez, les milliards du président de la République, c'est comme la sardine dans le vieux port. Hein. Ne pensez pas que vous allez les voir tout de suite. Hein. Parce qu'en réalité, tout cet argent, c'est du déficit, c'est de la dette. C'est de la dette et des déficits. 2800 milliards de dettes, les amis. 1000 milliards de plus que quand nous étions au pouvoir avec Nicolas Sarkozy. Alors à l'époque, sous Nicolas Sarkozy, il y avait un Béarnais qui s'appelait François Bayrou et qui disait « Attention, attention, je tire le signal d'alarme, notre dette est trop élevée et les générations futures vont devoir la rembourser. » Aujourd'hui, 1000 milliards de dettes plus tard, François Bayrou soutient Emmanuel Macron. Mais ce qu'il disait il y a 10 ans, c'est encore pire aujourd'hui. Il a bien plus raison aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une dette qui est une épée de Damoclès sur les générations futures. Et ça, c'est une faute. C'est une faute. Vous savez que j'ai dit qu'Emmanuel Macron avait cramé la caisse. Mais le vrai sujet, c'est qu'il y a une forme de cynisme à faire ça. Il y a une forme de cynisme à reporter sur les générations futures le poids de cette dette. Vous avez entendu Marine Le Pen? Même Marine Le Pen a dit, un jour, il faudra la rembourser. C'est de dire si elle a fait les progrès en économie depuis 2017. Mais ça ne suffira pas à l'emmener au deuxième tour, parce qu'une fois que nous aurons notre candidat, nous aurons l'élan, et puis nous serons crédibles, nous serons solides, et nous allons avoir un vrai projet économique. Mais moi, je voudrais quand même qu'on aille ouvrir les yeux à tous ces Français de droite qui pensent encore qu'Emmanuel Macron est un bon gestionnaire, qui pensent encore qu'Emmanuel Macron a bien géré l'économie française. Parce que 2800 milliards de dettes, 200 milliards de déficit, une France championne du monde des impôts, mais pas championne du monde des services publics. Hein. Notre hôpital va mal, notre école va mal, notre justice est noyée, nos infrastructures sont vétustes, donc certainement pas championne des services publics, championne des impôts, 85 milliards de déficit de la balance commerciale, une France désindustrialisée, des chèques qui servent à acheter des voitures japonaises et allemandes ou des téléphones coréens. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà l'état de la France. Donc moi je vous invite à populariser le vrai slogan de la campagne d'Emmanuel Macron. Avec Macron, l'addition, c'est après les élections. Alors oui, il est urgent que la droite revienne. Il est urgent que la droite revienne pour faire les réformes dont la France a besoin. La réforme des retraites, j'en ai parlé, la réforme de l'assurance chômage, la débureaucratisation. On est noyé sous les procédures, on n'en peut plus. Vous savez, j'ai regardé le programme de gouvernement du futur chancelier allemand. Il s'appelle Olaf Scholz. Monsieur Scholz, il est socialiste, allemand. Ça change tout. Il va s'allier avec les libéraux, il va s'allier avec les verts, allemands. Ça change tout. Ce sont des vrais écologistes, pas des gauchistes. Et donc, dans ce programme de gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Nous allons diviser par 2 la durée de toutes les procédures administratives allemandes. Diviser par 2 la durée de toutes les procédures administratives allemandes. Mais s'ils y arrivent, les amis, et que nous, on ne bouge pas, mais on n'est pas prêt de la réindustrialiser, la France. Vous imaginez? Nos créateurs, nos entrepreneurs. Donc on a besoin de débureaucratiser. Alors j'ai le courage de le dire, il faudra un comité de la hache auprès du Premier ministre pour diviser par 2 tous nos codes, toutes nos lois, nos codes de la construction, de l'urbanisme, du travail. Il faut aujourd'hui simplifier, débureaucratiser le nombre de choses. L'autre jour, j'étais à Auxerre chez Guillaume, il y avait la maire de Sens dans l'Yonne, qui me disait, on a un superbe projet de création d'entreprise chez nous.
Ça fait 9 mois qu'on attend l'archéologie préventive. 9 mois. Alors on aime l'archéologie ici. Moi j'aime le patrimoine. Vous ne me ferez jamais dire du mal de l'archéologie, mais quand au bout d'un mois, ils ne sont pas passés, on pourrait peut-être se dire qu'ils ont passé leur tour. On a besoin aujourd'hui de débureaucratiser. On a besoin aujourd'hui de baisser la dette et les impôts en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir supprimer des choses. Alors je sais, c'est tabou. J'ai même des camarades chez les Républicains qui disent « Ah non, non, il ne faut surtout pas en parler. Supprimer des postes de fonctionnaires. » Ah non, surtout pas. Écoutez, moi je suis désolée, je ne serai jamais dans l'esquive des sujets difficiles. Parce que vous le savez, et Nicolas Sarkozy nous l'a appris, ce qu'on ne dit pas avant, on ne le fait jamais après. Et avec lui, on l'avait dit, on l'a fait. Et il va falloir le faire. Alors oui, je supprimerai 200 000 postes dans la fonction publique pour en recréer 50 000 dans les 3 domaines où il faut créer des postes. Dans la justice, dans l'école et dans l'hôpital. 25 000 postes de soignants pour que nos soignants ne soient plus harassés de fatigue pour sauver l'hôpital. Mais l'hôpital, c'est pareil. L'hôpital, c'est pareil. 35% d'administration dans l'hôpital en France, 22% en Allemagne. On dépense plus pour l'hôpital que les Allemands, mais moins pour les soins. Donc moi je le dis, on ferme des bureaux, on ouvre des lits. On ne ferme pas des lits pour ouvrir des bureaux. Bravo. Bravo. Puis j'en ai une petite pour vous faire plaisir. Il y a 53 000 agents à la mairie de Paris. Ils sont toujours pas aux 35 heures, ils ne veulent pas y passer. Il paraît que c'est un acquis social, les 33 heures. Et elle a 135 personnes à son cabinet. Alors oui, il y a des endroits, mesdames et messieurs, dans lesquels on peut faire des économies. J'ajoute que s'ils pouvaient rajouter quelques personnes à la propreté, ce serait peut-être pas mal. Et si on veut débureaucratiser, il faut aussi décentraliser. Parce que l'État qui veut tout faire d'en haut, ça ne marche pas. Il faut au contraire s'appuyer sur les territoires et la force des collectivités qui feront beaucoup mieux avec beaucoup moins d'argent. Et puis il faut arrêter les doublons où tout le monde fait tout et le reste. Je vous ai raconté l'histoire de Pôle emploi et du Bon Coin. Moi j'ai aujourd'hui dans ma région 750 000 chômeurs, j'avais ouvert 100 000 formations, j'ai eu plus de demandeurs d'emploi qui sont venus dans mes formations grâce au Bon Coin que grâce à Pôle emploi. Donc on peut faire mieux avec votre argent. Alors c'est pas de la faute de Pôle emploi, hein, je le dis tout de suite, c'est pas de la faute des agents de Pôle emploi, c'est juste que comme ils dépendent de l'État et qu'ils connaissent pas les formations de la région, eh bien c'est toute l'absurdité d'avoir un État qui veut tout faire et qui veut pas vraiment lâcher prise et donner des blocs de compétences aux régions. Donc il faut faire mieux avec votre argent et la décentralisation très puissante que je veux faire, elle va permettre de donner des vrais blocs de compétences et d'arrêter tous les doublons. Alors vous avez compris, je remettrai de l'ordre dans les comptes, je remettrai de l'ordre dans les finances, je diminuerai la dette, je baisserai les impôts et mon objectif c'est de redonner une vraie croissance verte, une vraie croissance sobre à notre pays et certainement pas la décroissance. Mais mes amis, il faudra aussi remettre de l'ordre dans la rue. Remettre de l'ordre dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en crise d'autorité. Nous sommes en crise d'autorité. Toutes les figures d'autorité dans notre pays sont bafouées. Les élus, les maires qui se font agresser, les forces de l'ordre qui se font agresser en permanence. Vous avez vu ce qui s'est passé, le drame dans le Val d'Oise de ce policier qui a été reconnu dans un train et qui a été passé à tabac littéralement dans un train du Val d'Oise. Ça n'est plus tolérable. Alors c'est un peu normal. On a un président de la République qui un jour dit aux forces de l'ordre qu'elles font un magnifique travail et le lendemain, parce qu'il va sur un site de Jones, brut, dit « Ah oui, les violences policières, bah, si vous avez envie que je le dise, je le dis. Il y a des violences policières. » Un président de la République ne peut pas dire ça. Tout comme un président de la République ne peut pas dire
qu'il n'y a pas une culture française, mais des cultures en France, tout comme un président ne peut pas dire qu'il va déconstruire l'histoire de France, tout comme un président ne peut pas dire que la France a commis des crimes contre l'humanité, qu'elle n'a jamais commis. Valérie, présidente, Valérie, présidente, Valérie, présidente, Valérie, présidente. Alors vous dites pour rétablir l'autorité, vous avez vu aussi que les professeurs se font agresser, les médecins, aussi dans les quartiers populaires où ils n'osent plus aller, les pompiers, et puis même certains pharmaciens par les anti-vax parce qu'ils vaccinent. Donc ça n'est plus acceptable. Alors, moi, je rétablirai les peines planchées. Les peines planchées de Nicolas Sarkozy, et quand on attaquera une figure d'autorité, il n'y aura plus de classement sans suite. Parce que M. Dupond-Moretti nous dit il y a 90% de réponses pénales quand il y a une plainte déposée. C'est totalement faux. Ce chiffre est totalement faux. Il y a 73% de classement sans suite. Alors évidemment, il y a des classements sans suite qui sont normaux. Quand on ne connaît pas l'auteur d'un délit, on classe sans suite. Mais il y a beaucoup de classements sans suite qui sont liés juste au fait que notre justice est complètement noyée sous les affaires, avec des mois de stock à épuiser. L'autre jour, j'étais dans la Drôme, un maire qui s'est fait agresser, molester, classement sans suite, parole contre parole. Depuis quand, pardon les administrés, depuis quand les administrés, la parole d'un administré vaut celle d'un maire? Si un maire porte plainte, il faut instruire. De la même façon, l'autre jour, j'étais à la Duchère à Lyon, des policiers qui se sont fait agresser, classement sans suite. Parce qu'il y a trop de choses, il y a trop d'agressions de policiers. 3 semaines plus tard, ils se faisaient tirer dessus à balles réelles par les dealers. Voilà, c'est ça la montée de la violence. La spirale de la violence, elle vient du sentiment d'impunité. Alors non, monsieur Dupond-Moretti, il n'y a pas un sentiment d'insécurité en France. Il y a un sentiment de totale impunité des voyous. Et c'est à ce sentiment-là qu'il faut mettre fin. Il faut l'impunité zéro. Et l'impunité zéro, ça passe par un plan sec pour la justice. Ce plan sec qui permettra de recruter 16 000 magistrats, greffiers, auxiliaires de justice pour que, à chaque flagrant délit, il y ait une comparution immédiate. Vous le savez bien, quand le président de la République est giflé, qu'est-ce qui se passe? Comparution immédiate. Incarcération immédiate. Bah, quand on veut, on peut. Mais ce serait mieux si c'était comme ça pour tous les délits de France. Donc oui, il faut absolument que nous donnions les moyens à la justice de juger vite. Une justice qui est lente, c'est une justice injuste. Injuste pour les victimes et qui protège les voyous. Et puis il faut des sanctions. Pardon, je vais citer Georges Pompidou, vous le paraphrasez. Des sanctions qui emmerdent plus les délinquants qu'ils n'emmerdent la société. C'est pas la peine de les condamner à 20 ans de prison qu'ils feront jamais. Il faut trouver les bonnes sanctions, les sanctions pédagogiques, les sanctions éducatives. Pour un jeune mineur, c'est le travail d'intérêt général. Tu casses, tu répares. Sauf que, est-ce que vous savez combien de temps aujourd'hui, entre le moment où un juge prononce un travail d'intérêt général et le moment où le jeune va le faire? 1 an 2 ans. 445 jours en moyenne, 445 jours, il a 16 ans, il est condamné à 17 ans, à 18 ans et demi, on n'est toujours pas venu le chercher. À 16 ans, il a volé un œuf, à 18 ans et demi, il a déjà volé un troupeau de bœufs. Ou alors, il a fait autre chose avec la bœuf, d'ailleurs. Ou alors, troisième hypothèse, il s'est remis tout seul dans le droit chemin, il se demande pourquoi 2 ans et demi après, on vient le chercher. Mais vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner. On est en crise totale d'autorité. Le président de la République a un problème avec la sanction. Le vrai problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Le lundi, il dit blanc, le mardi, il dit bleu, le mercredi, il dit rouge, et le jeudi, il s'arrête pour se demander de quelle couleur va être le vendredi. C'est un président caméléon. Et vous savez ce qui arrive à un caméléon quand on le met sur une couverture écossaise? Il explose. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le général de Gaulle. La France est une couverture patchwork. Les Basques ne sont pas les Bretons, les Corses ne sont pas les Francs-Comtois.
Et puis dans la nation française, il y a bien d'autres nationalités que des Basques et des Franc-Comtois, bien d'autres origines. Donc nous sommes d'une couverture patchwork. Le général de Gaulle l'avait dit autrement, il avait dit « Mais comment voulez-vous gouverner un pays aux 365 fromages ?» Fromage délicieux d'ailleurs, parce que depuis que les militants ont compris que j'aimais le fromage, là, j'ai pu faire un vrai tour de France. Mais notre pays est magnifique, mais c'est vrai que nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Et moi, vous le savez, je suis la présidente de notre belle région, une région monde. Et moi, je donne la même dignité à chaque Français, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit son identité. La même dignité, mais à condition qu'il aime la France, qu'il respecte nos lois, nos modes de vie, et qu'il ait envie de s'intégrer, de s'assimiler à notre beau pays. Parce que la France, elle ne se choisit pas à moitié. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, donc, travail d'intérêt général, amende, il faut que les amendes soient payées. Il faut que les amendes soient payées dans un délai de 3 mois. Et puis, il faut lutter contre l'insolvabilité des délinquants. L'insolvabilité des délinquants, c'est quand vous roulez en 4x4 et que vous touchez le RSA. Oui, mais dans ces cas-là, si vous êtes condamné à une amende, eh bien, vous ne la payez pas, parce qu'aujourd'hui, le RSA est insaisissable. Donc, vous imaginez la pauvre victime qui vient pour être payée, on lui dit « Ah non, non, non ». Alors moi, je rendrai saisissable, y compris les allocations familiales et les minima sociaux, parce que c'est pas normal, parce que ces dealers, ces délinquants, ils vivent pas des minima sociaux du tout, hein, de toute autre source de revenus, donc c'est totalement injuste qu'ils ne payent pas leurs amendes. Et puis enfin, il y a la question des prisons. Alors si vous écoutez la télévision, vous entendrez tout le monde vous promettre des dizaines de milliers de places de prison. Alors il se trouve que c'est un peu mon métier, en tant que présidente de région, de sortir des lycées, de sortir des logements, de sortir des équipements. Donc je vous le dis, les yeux dans les yeux, les 20 000 places, elles ne sortiront pas avant 3-4 ans. Même en partenariat public-privé, même si on y met toute notre énergie, n'est-ce pas, chers conseillers régionaux, pour nos lycées, on a fait le maximum dans le précédent mandat, il nous a fallu 4 ans pour en sortir un, et c'est plus, enfin 2, et c'est plus difficile de construire une prison que de construire un lycée. En général, les maires sont un petit peu moins favorables. Trouver le terrain, c'est un peu plus difficile. Donc, il faudra compter 3-4 ans en étant extrêmement volontariste. Donc, qu'est-ce qu'on fait le 24 avril pour mettre un coup d'arrêt à ces multirécidivistes qui nous pourrissent la vie? Eh bien, on utilise le bracelet électronique. Vous savez, le bracelet électronique, c'est la pire des sanctions pour les caïds des cités. C'est Christiane Taubira qui a convaincu tout le monde, toute la bien-pensance, qu'il n'y avait aucune utilité sociale à l'incarcération. Parce que c'est la thèse de la gauche judiciaire depuis toujours. Il ne faut surtout pas incarcérer. La prison est l'école du crime. C'est en partie vrai. Comme aujourd'hui, on n'a jamais eu le courage de différencier les prisons, de faire des prisons pour les primo-détenus et des prisons pour les caïds, et qu'on les met tous ensemble dans la même, c'est évident que c'est indigne et que nos prisons sont des écoles du crime. Donc moi, je ferai des prisons différenciées selon la dangerosité des détenus. Et ça brisera un tabou et ça permettra de remédier à tout ça. Mais en attendant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Christiane Taubira, elle incarcère plus. Donc toutes les courtes peines de prison, jusqu'à 1 an de prison, on les fait chez soi, avec un bracelet électronique. Mais pour les caïds de banlieue, vous avez bien compris ce qui se passait. Ben, ils reprennent leur trafic tranquillement. Et c'est le signal absolu dans leur quartier de l'impunité. Et ça, je ne le veux pas, je ne le supporte plus. Et plus personne ne le supporte dans ces quartiers qui sont en train de devenir des zones de non-droit, avec des checkpoints. Vous les avez vus à Marseille, bien, moi je les ai vus ici dans notre région, et je ne dirai pas où, mais ça existe tout près d'ici, tout près de chez nous. Donc le sujet, c'est simple. Comment est-ce qu'on y met fin? Eh bien, on installe dans des casernes désaffectées, dans des bâtiments modulaires, dans des hôtels qu'on réquisitionne, des centres fermés pour majeurs. On y met de l'administration pénitentiaire et des détenus condamnés à des courtes peines de prison sous bracelet électronique dans ces centres fermés. Et comme ça, on les met hors d'état de nuire. Souvenez-vous que le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, il a été assassiné
par un délinquant qui était sous bracelet électronique, qui était aussi un islamiste radicalisé terroriste, et qui a parcouru des centaines de kilomètres pour aller l'assassiner, c'est vous dire si ça marche. Tandis que si on utilise le bracelet électronique pour enfermer des délinquants et faire exécuter les courtes peines, alors on donnera vraiment un coup d'arrêt à la délinquance. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est un choc d'autorité. Et puis je vais vous parler d'immigration. Alors je sais, il paraît qu'on n'a plus le droit d'en parler maintenant, qu'on en parle trop. Mais moi, ma conviction, et c'est une conviction qui est ancrée dans mon expérience, dans mon vécu, c'est qu'une immigration incontrôlée, plus une intégration ratée, avec des moteurs d'intégration, l'école, le travail qui ne fonctionnent plus, eh bien ça peut disloquer une nation. Et le vrai sujet, le vrai défi du prochain mandat, ça va être comment on ressoude la nation française, comment on redonne à tous les Français l'envie d'avoir un destin commun. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Gérard Collomb, le maire de Lyon, le ministre de l'Intérieur, quand il a quitté son ministère? Il a dit « Aujourd'hui, nous vivons côte à côte. J'espère que demain, nous ne vivrons pas face à face. » Donc moi, je veux ressouder la nation française. Pour ressouder cette nation, il faut stopper l'immigration incontrôlée. Parce qu'on n'y arrive plus. Et il faut choisir qui on va accueillir. Avec des quotas migratoires votés chaque année par le Parlement. Et quand on a donné le nombre de visas, eh bien c'est rendez-vous l'année prochaine. Et ça permettra quoi? Ça permettra d'abord de diviser les flux par 2 ou par 3. Mais surtout, ça permettra de choisir les personnes qu'on accueille. Parce que c'est pas très courageux. Je sais, j'entends à la télévision dire « On va faire immigration zéro. Élisez-nous et on fera immigration zéro. » J'espère que personne d'entre vous n'y croit totalement. Boris Johnson a dit ça, maintenant il n'a plus personne pour ramasser ses pommes de terre, il n'a plus personne pour conduire ses camions. Donc il y aura forcément toujours un peu d'immigration de travail. L'immigration étudiante, on devra continuer, sinon vos enfants ne pourront pas aller à l'étranger. L'immigration étudiante, c'est de la réciprocité. On accueille des Américains, on va aux États-Unis, on accueille des Australiens, on va en Australie. Donc il faudra maintenir de l'immigration étudiante. Donc, et puis, sur la question du regroupement familial, là encore, c'est pas très courageux de ne pas dire la vérité. La vérité, c'est qu'il y a des pays qui posent problème, des pays qui n'en posent pas. Et moi, mon principe, il est simple. On reprend les clandestins chez soi, on a droit à des visas. On ne reprend pas ces clandestins, c'est immigration zéro, ni étudiants, ni travail, ni recrutement familial. Je vous donne un exemple. L'exemple qui est particulièrement parlant, qui est particulièrement incompréhensible. L'exemple du Mali. L'exemple du Mali. Aujourd'hui, c'est la France qui sécurise le Mali depuis plusieurs années avec l'opération Barkhane. C'est une opération qui nous coûte des centaines de millions d'euros par an et qui nous a coûté bien plus que ça. Elle nous a coûté le prix du sang. 57 militaires français qui ont donné leur vie pour protéger le peuple malien contre les terroristes islamistes. Alors, on donne aussi au Mali des centaines de millions d'euros chaque année en aide au développement. Et pourtant, le Mali a refusé ces dernières années de donner des laissez-passer consulaires pour le retour de ces clandestins au pays. Ça n'est pas acceptable. Alors je pense qu'il faut aller voir le Mali, les gouvernants du Mali, et leur dire, écoutez, maintenant c'est donnant-donnant. Plus aucun visa si vous ne reprenez pas vos clandestins. C'est aussi ce que nous devons faire avec le gouvernement algérien. L'année dernière, ils ont donné 0,2% de laissez-passer consulaires. C'est juste pas acceptable. Donc il faut mettre en place des règles du jeu claires. C'est pas être des dictateurs que de dire ça. C'est juste se faire respecter et faire respecter la loi française. Et c'est pareil avec le Pakistan. Et vous voyez, c'est compliqué de faire une politique comme ça à l'emporte-pièce en matière migratoire. Et moi, je veux qu'on ait une politique qui soit adaptée aux situations et à nos relations avec chaque pays. Et puis j'ajoute que c'est effroyable ce qui est en train de se passer dans la Manche aujourd'hui. C'est absolument effroyable. Le gouvernement a eu un retard à l'allumage
qu'il est totalement coupable. Ça fait des semaines qu'on voit sur des embarcations de fortune des migrants partir de l'autre côté du Channel sur des Zodiacs. On savait qu'il allait y avoir des drames, on savait qu'il allait y avoir des drames humanitaires. Donc à un moment donné, il faut avoir le courage de dire que les accords du Touquet que Nicolas Sarkozy avait négociés pour mettre fin à la jungle de Calais ne sont plus du tout adaptés à la situation. Avant, on protégeait le tunnel sous la Manche et on protégeait les ports où il y avait les ferries qui embarquaient. Aujourd'hui, c'est des centaines de kilomètres de côte qu'il faut que nos policiers sécurisent pour les Anglais. Parce que nous assurons la frontière britannique. Donc il va falloir renégocier ces accords. Il va falloir les renégocier. Et si on n'arrive pas à les renégocier, il faudra les dénoncer. Il faut que les Britanniques prennent bien davantage part à la sécurisation de leurs frontières. Financièrement et humainement, nos policiers ne peuvent pas être responsables de tout. Alors par ailleurs, dans ma loi constitutionnelle sur l'immigration, il y a aussi toute une série de principes un peu simples mais de bon sens. On ne vient pas en France pour toucher des allocs. Bravo! Ah oui, parce que si les migrants en Angleterre, c'est parce qu'il y a du travail, et parce qu'ils parlent anglais. Mais s'ils restent en France, c'est parce que nous avons énormément d'aides, y compris des aides aux clandestins. Et vous connaissez mon combat ici en Ile-de-France contre cette règle absurde qui dit qu'on est obligé de donner 50% de réduction aux clandestins dans les transports en commun. Ça fait 20 ans que ça dure. Et la REM, vous le savez, la REM a voté 4 fois contre les amendements que nous avons tous présentés pour demander d'abroger cette disposition. Dans la seule Île-de-France, ça nous aura coûté en 20 ans 800 millions d'euros pour 135 000 clandestins. Ah oui, c'est 40 millions d'euros par an. Quand je suis arrivée, c'était la gauche. Donc pour faire bon poids, ils avaient mis 75% de réduction. Alors le pass Navigo annuel à 800 euros, les clandestins l'avaient à 150 euros. Et qui est-ce qui prend un pass Navigo annuel? Des gens qui vont travailler. Donc avec votre argent, on subventionnait le travail clandestin. On subventionne toujours d'ailleurs, parce que moi j'ai voulu arrêter, et les Verts, dont vous avez bien compris qu'ils n'étaient pas écologistes mais gauchistes, ont attaqué ma délibération et l'ont fait annuler. Voilà. Voilà où on en est, donc on est revenu au point de départ. Donc moi, dans ma loi constitutionnelle, il faudra 5 ans de résidence régulière en France pour pouvoir toucher des allocations non contributives. Si on travaille, évidemment, on est couvert par la sécurité sociale, les accidents du travail et l'assurance chômage et la retraite. Mais si on ne travaille pas, il faut 5 ans de résidence régulière en France. Et puis par ailleurs, il y aura un examen français obligatoire pour avoir un titre de long séjour. Parce que quand on ne parle pas le français, on ne peut pas s'intégrer, on ne peut pas travailler, on ne peut pas aider ses enfants. Aujourd'hui, les professeurs viennent me voir un peu désespérés et ils me disent: comment voulez-vous que l'intégration, l'assimilation se fasse avec des enfants qui parlent le français 6 heures par jour, 4 jours par semaine? 6 heures par jour, 4 jours par semaine à l'école. Le reste du temps dans leur famille, pas un mot de français. Chaîne du câble, pas un mot de français. C'est très compliqué l'intégration dans ces conditions. Il faut absolument, c'est indispensable, réussir un examen de français. Les Allemands l'ont fait. Maintenant, ils ont accueilli 1 million de migrants. Ils ont demandé un examen réussi d'allemand. Si vous devez aller ou vos enfants étudier à l'étranger, vous devez réussir le TOEIC, le TOEFL avec un certain nombre de points. Donc c'est comme ça dans tous les autres pays. Nous on le fait à la française. C'est 100 heures de cours obligatoires et on doit juste prouver qu'on est allé en cours. Eh oui, mais ça marche pas. À un moment, il faut juste remettre un peu d'ordre dans tout ça. Voilà. Et sur l'intégration et l'école, moi je veux un sursaut national. Parce que maintenant, ça suffit. On ne peut pas se résigner à ce qu'il y ait 125 000 mômes qui, chaque année, aux journées d'appel à la défense, ne sachent pas lire le texte qu'on leur donne. Le décrochage scolaire doit être une priorité nationale. Et ça commence dans le primaire. Moi, je veux un sursaut national pour l'école. Les fondamentaux d'abord, 2 heures de plus de français, 1 heure de maths de plus par semaine, on fera de la poésie, on fera des dictées, on fera de l'orthographe et on mettra un examen
à la fin du CM2 pour l'entrée en 6e, non pas pour que les élèves le ratent, mais parce que ceux qui le rateraient, il ne faut pas les laisser entrer dans le collège unique, il ne faut pas commencer à leur mettre de la physique et de l'anglais s'ils ne savent pas lire, écrire, compter. Il leur faut une 6e de consolidation. Vous savez, cette idéologie de l'uniformité, eh bien, elle est source d'inégalité, elle est source d'échec. Et ces gamins en 6e, c'est eux qui vont commencer à mettre le soupe dans les classes, c'est eux qui vont commencer à embêter les professeurs, c'est eux qui vont aussi prendre comme bouc émissaire les bons élèves, ceux qui sont bons en classe, qui vont se faire harceler parce qu'ils ont le malheur de travailler et d'avoir du mérite. Donc on ne peut plus laisser cette situation, on la connaît tous cette situation. Donc moi je veux aujourd'hui une école de la réussite. Je ferai une réserve éducative nationale, comme il y a une réserve de la gendarmerie nationale. Et je demanderai à tous les retraités en cumul emploi-retraite, tous les étudiants, tous ceux qui le veulent, de venir faire du soutien scolaire gratuit pour les familles. Il faut qu'on se lève tous. Et l'orientation, elle sera faite par les régions avec les entreprises, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on revalorise l'enseignement professionnel. C'est plus possible dans notre pays. Et ça, et l'orientation, elle ne peut pas être faite par des professionnels de l'orientation recrutés pour 40 ans. Parce que les métiers changent, les nouveaux métiers changent tout le temps. Et en plus, il faut qu'on oriente en fonction des besoins d'un territoire. Donc nous ferons tout cela, et par ailleurs, on défiscalisera toutes les charges patronales pour les entreprises de moins de 10 salariés qui prendront des apprentis. Parce que ce que je veux, c'est que l'apprentissage devienne une voie de réussite pour les enfants qui ne sont pas scolaires ou qui ont une vocation. Vous avez vu qu'avec la crise Covid, il y a énormément de cadres et d'employés qui quittent leur bureau pour aller passer un CAP de menuisier, de pâtissier, d'ébénisterie. Ils ont des vocations ratées parce qu'on ne leur a pas laissé le choix quand ils étaient jeunes. Donc il faut tout changer. Il faut faire aussi une banque nationale des jeunes qui aidera les jeunes à vaincre l'autocensure et à poursuivre leurs études avec des prêts qui ne sont remboursés que quand on gagne un minimum de salaire. C'est comme ça que ça marche dans les pays anglo-saxons. Moi je veux une France de l'ascenseur social. Je ne veux plus une France de l'immobilité sociale dans laquelle quand on est fils d'ouvrier, on ne peut pas devenir cadre avant 6 générations. C'est ça la situation de la France aujourd'hui. Et je ne veux plus de prise de vocation de professeurs. Parce que si l'école c'est la fabrique de la France. Et donc nous avons besoin aujourd'hui que les meilleurs s'engagent dans les métiers de l'enseignement. Donc il faudra aussi mieux les rémunérer et il faudra aussi alléger les classes les plus difficiles. Voilà, alors vous l'avez compris, je veux un sursaut pour l'école. Et puis, pour conclure, je vous parlerai un petit peu de politique familiale, si vous le voulez bien. Parce que la droite a laissé complètement détricoter, détruire la politique familiale par François Hollande et Emmanuel Macron. Ils ont fait de la politique familiale uniquement une politique sociale. Or, notre politique familiale, c'était une fierté française. C'était une politique qui permettait aux familles d'avoir autant d'enfants qu'elles le souhaitent, et aux femmes de travailler ou de ne pas travailler et d'avoir des enfants. C'était la politique du libre choix. Tout le monde nous l'enviait. Eh bien, aujourd'hui, le résultat est là. 10% de naissances en moins en France. 10% de naissances en moins, c'est un pays qui décline, qui n'arrive pas à renouveler ses générations. Alors, vous allez me dire, au niveau de la planète, et bien évidemment je partage, il faut réguler les naissances, parce que les ressources de la planète ne sont pas infinies, c'est vrai, au niveau de la planète. Mais au niveau de chaque pays, il faut atteindre le renouvellement des générations. Parce qu'un pays qui ne renouvelle pas ses générations n'équilibre pas ses régimes sociaux. Un pays qui ne renouvelle pas ses générations perd la dynamique de la jeunesse. Donc il faut que nous relancions une politique ouvertement nataliste, j'ose le mot, avec des allocations familiales universelles, avec la possibilité pour les familles de faire garder leurs enfants en rétablissant tous les crédits d'impôt pour les aides à domicile, pour les assistantes maternelles. Et ça créera énormément d'emplois, des emplois déclarés. Parce que vous avez bien compris que ce que je voulais, c'était revaloriser le travail. Et donc, ça nous permettra d'avoir un vrai pilier consolidé, celui de la famille. Et puis si on fait ces crédits d'impôt pour les services à domicile, ça permettra aussi aux parents d'enfants handicapés de pouvoir mieux s'occuper de leurs enfants handicapés. Ça permettra aussi à nos aînés
de rester chez eux le plus longtemps possible, parce que là aussi je veux mettre fin à cette politique qui consiste à socialiser en permanence toutes les solidarités. Les places d'EHPAD, ça coûte un bras au département, et ça coûte un bras en reste à charge aux familles. On ne va pas dépenser toutes les économies d'une vie pour payer les dernières années de sa vie. Et puis c'est pas ce que veulent nos compatriotes, ce qu'ils veulent c'est rester chez eux le plus longtemps possible. Alors on va leur permettre, et moi je m'engage aussi à ce que les aidants familiaux aient un vrai statut, à ce qu'ils puissent prendre jusqu'à 1 an de congé rémunéré au SMIC pour pouvoir s'occuper d'un parent âgé, d'un parent en fin de vie, d'un parent dépendant, parce que la dépendance aussi, c'est quelque chose, c'est une échéance que nous devrons affronter et que nous devrons résoudre, parce que ça pose là aussi énormément de problèmes aux familles. Alors oui, je veux faire de la famille un pilier de mon projet, de la famille, de l'école, du travail, de l'ordre, de la sécurité, de la liberté, de la dignité aussi des personnes. Moi, je n'accepte plus que 7000 Français soient obligés d'aller en Belgique pour être accueillis parce qu'ils sont victimes d'un handicap sévère et qu'il n'y a pas aujourd'hui de structure pour les accueillir dans notre pays. Je mettrai fin à cette injustice qui est l'indignité pour la France. Alors, mes chers amis, je ne vous ai pas parlé de politique internationale et du rayonnement de la France, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que notre rayonnement extérieur dépendra de notre force intérieure. Messieurs Xi, messieurs Poutine, messieurs Biden ne respectent pas Emmanuel Macron, le donneur de leçons. Ils ne le respectent pas, pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas su mettre de l'ordre dans ses comptes. C'est le président de la dette, du déficit de la balance commerciale. C'est aussi le président des gilets jaunes, du désordre dans la rue. C'est un président qui n'arrive pas à surveiller et à contrôler ses frontières. Donc, si nous voulons aujourd'hui être respectés sur la scène internationale, si nous voulons une France forte dans une Europe puissante, alors il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre dans le pays, de l'ordre à nos frontières, de l'ordre dans la rue, de l'ordre dans l'école et de l'ordre dans nos finances. Il faut redevenir une grande puissance industrielle. Il faut développer notre économie, il faut devenir compétitif. Et puis il ne faut plus accepter que l'Europe soit le ventre mou de la mondialisation, parce qu'on n'a pas fait l'Europe pour être un grand marché ouvert à tous les vents qui se laisse bouffer par les empires économiques chinois et américains. On a fait l'Europe pour se protéger. Alors l'Europe qui protège, c'est une Europe qui défend ses intérêts économiques, ses intérêts stratégiques, son identité et ses frontières. Voilà ce qu'il faudra faire quand la prochaine présidente de la République prendra la présidence de l'Union européenne le 14 mai. Valérie, présidente! Valérie, présidente! Valérie, présidente! Valérie, présidente! Mes chers amis, c'est la dernière ligne droite, c'est la dernière réunion publique. Demain, ce sera le dernier débat. Alors je vous l'ai dit ce soir, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Oui. J'ai besoin que vous ayez mobilisé autour de vous vos proches, vos amis, votre famille, tous ceux qui ont décidé d'adhérer aux républicains, aux valeurs de la droite. J'ai besoin de vous, mercredi, jeudi, pour faire gagner la France, pour faire gagner la droite. Oui, je le sens bien. Je vais réunir les chefs d'équipe de France pour livrer la bataille contre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je vais vous emmener à la victoire. Tout à fait votre confiance et soulèverai les montagnes. Je suis prête. Je suis prête à présider la France. Valérie, vas-y les jeunes, vas-y Mathieu.
président.